L'un des plus grands mystères de l'histoire de France, eh bien, tout tient en une seule question. Qui était l'homme au masque de fer? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette énigme qui fascine depuis plus de 300 ans. Cette phrase, elle plante le décor tout de suite. Ça suggère un secret d'État tellement grave qu'il ne suffisait pas d'emprisonner un homme. Non, il fallait carrément l'effacer de l'histoire. C'est là que notre exploration commence. Allez, on remonte le temps. On est au XVIIe siècle, en France, sous le règne de Louis XIV, le fameux roi Soleil. Et c'est là, au sommet de son pouvoir absolu, qu'un prisonnier sans nom, dont l'identité est un secret d'État, apparaît dans l'ombre de l'histoire. La chronologie, elle est juste vertigineuse. Imaginez un peu, passer plus de 30 ans de sa vie coupé du monde. 30 ans, transféré de prison en prison, le visage toujours caché, pour finalement mourir à la Bastille en emportant son identité dans la tombe. C'est incroyable. Bon, maintenant, analysons un peu les faits, parce que c'est là que le mystère s'épaissit vraiment. Les conditions de détention de cet homme sont sans précédent. C'est bien au-delà de ce qu'on pouvait infliger à un prisonnier ordinaire à l'époque. On sent le niveau d'obsession là. On ne se contente pas de l'emprisonner, on cherche à l'effacer complètement, à le rayer de l'existence. Gratter les murs de sa cellule, brûler toutes ses affaires, ce sont des mesures extrêmes, pas du tout ce qu'on fait pour un criminel normal. Et là, attention, c'est un détail crucial qui sépare l'histoire de la légende. Tout le monde a en tête l'image d'un masque de fer, froid, cruel, mais en réalité, les témoignages de l'époque parlent d'un masque de velours noir. C'est peut-être moins spectaculaire, c'est sûr, mais c'est tout aussi efficace pour cacher un visage. Et voilà la question fondamentale qui nous hante. Pas juste punir un crime, mais carrément anéantir une identité. Quel secret pouvait bien être si dévastateur pour la couronne de France pour justifier des mesures aussi extrêmes? Forcément, un mystère historique aussi dense, c'est le terrain de jeu parfait pour l'imagination. Et il a suffi du talent de quelques grands auteurs pour le transformer en une légende mondiale. Voyons un peu comment un fait divers est devenu un mythe. Là, on voit très clairement la transformation. D'un côté, il y a les éléments romanesques, qui ont fait le succès de l'histoire, et de l'autre, les faits, plus sobres, c'est vrai, mais tout aussi intrigants. C'est vraiment le passage de la réalité à la fiction. Et les responsables de cette transformation, eh bien, ils sont deux. D'abord Voltaire, le philosophe des Lumières, qui est le premier à sentir que c'est une affaire d'État, suggérant qu'un homme de haut rang se cache sous le masque. Et puis, un siècle plus tard, Alexandre Dumas lui donne son visage le plus célèbre, celui du frère jumeau de Louis XIV. Le mythe est né. Ok, laissons un peu la fiction de côté pour revenir à l'enquête des historiens. Si ce n'était pas un jumeau royal, alors qui ça pouvait bien être? Il y a plusieurs théories sérieuses qui ont été avancées. Le nom qui revient le plus souvent dans les archives, c'est celui d'Eustache d'Auger. Les dates, les lieux, le niveau de secret, tout semble coller. C'est pour ça qu'il est considéré comme le candidat le plus plausible par beaucoup d'historiens. Le problème, et il est de taille, c'est que personne ne sait quel crime il a bien pu commettre. Une autre piste nous mène vers un diplomate italien, Mattioli, qui aurait trahi Louis XIV. Son nom ressemble phonétiquement à Marchioli, le nom qui était inscrit sur l'acte de décès du prisonnier. Mais il y a des incohérences dans la chronologie qui rendent cette théorie moins probable pour la plupart des experts. Et bien sûr, ça nous ramène aux théories les plus spectaculaires, celles d'un frère, jumeau ou aîné, ou même d'un fils illégitime de la famille royale. L'idée derrière tout ça est simple. Une personne dont la simple existence menaçait la légitimité du trône. Mais, et c'est un grand mais, le point crucial, il est là. Aussi romanesque et séduisante que soient ces théories royales, elles ne reposent sur aucune preuve historique sérieuse. Elles appartiennent au domaine de la légende, pas à celui de l'histoire. Alors, au final, après 3 siècles d'enquête, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, un mystère qui semble destiné à le rester. Et c'est peut-être justement pour ça qu'il est devenu immortel. En fait, la recette de cette légende est presque simple. Vous prenez un fait historique bien réel, vous le confiez à des conteurs de génie, vous ajoutez une bonne pincée de complot royal et vous laissez mijoter le tout avec une question sans réponse. Le résultat, une histoire qui traverse les siècles. Si cette histoire nous captive encore aujourd'hui, c'est parce qu'elle touche à des thèmes universels. Notre fascination pour les énigmes, notre méfiance face au pouvoir absolu et la question fondamentale de l'identité. C'est une leçon sur le pouvoir, le secret et la force incroyable d'un récit qui peut devenir plus puissant que l'histoire elle-même. Finalement, tout revient à cette seule et unique question.
C'est elle qui est au cœur du mystère depuis le tout début et c'est elle qui garantit que, même sans jamais connaître son nom, on n'oubliera jamais l'homme au masque de fer.